Voilà, eh bien, je vous salue. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à deux, Bonsoir. Françoise et moi, Luc Griffet, Françoise et Luc Griffet, pour parler ce soir, évoquer avec vous un pilier important parmi les piliers de la prospérité, c'est le pilier de la santé physique. Euh, alors évidemment, c'est un sujet très très vaste, donc comme d'habitude, nous allons tenter de passer l'essentiel des informations que nous avons ici sous la main en, je vais dire, entre 45 minutes et 60 minutes maximum, et de sorte qu'il vous restera un petit peu d'espace pour des questions éventuelles. De toute manière, si vous posez pas les questions maintenant et qu'elles vous viennent par la suite, eh bien, il y aura toujours le blog VSF Ambassadors, dont vous voyez donc le nom sous les yeux, hein, vous l'avez sous les yeux, vsfambassadors.com. La conférence et le lien vers l'enregistrement il sera publié. Donc vous pourrez à la fois réécouter les passages si vous le souhaitez, poser des questions sur le blog ou même partager le contenu de la conférence avec d'autres personnes. Et tout ça, en fait, m'amène à vous dire que dans notre vision de la prospérité, des piliers de la prospérité dans lesquels on voudrait emmener au moins 100 000 personnes dans les 5 ans qui viennent à devenir autonomes, eh bien, on a l'intention d'émailler les semaines qui viennent et les mois et les années qui viennent de mini-webinaires. Donc, ceci est un webinaire principal, entre guillemets, puisque on évoque la globalité d'un pilier. Il y en aura au minimum 4 autres. On a déjà eu le pilier de la finance, le pilier de la finance, le pilier des finances le mois dernier. Et puis, il y en aura 3 autres minimum qui vont suivre. Et puis, entre ces webinaires, l'intention est aussi d'en faire des plus courts qui adresseraient des sujets particuliers qui seraient d'intérêt général et ou suscités simplement par des questions que nous aimerions développer ou que vous aimeriez développer. Et alors, ce serait le sujet, l'objet d'échange. Voilà. Alors, pour les personnes nouvelles qui découvrent tout cela, ben, on va peut-être se présenter en 2 minutes, Françoise. Oui, Qui sommes-nous? oui, voilà. Donc, bonsoir. Donc, je suis Françoise Griffet, je suis belge, j'habite aujourd'hui en Drôme provençal, au soleil. C'était un de mes vœux les plus chers il y a une dizaine d'années. Et bien voilà, ça fait 8 ans que nous habitons ici, dans le beau pays de Dieu-le-Fit, le pays des collines. Donc, je suis de formation professeur de mathématiques. C'est un métier que j'ai exercé pendant de longues années à Bruxelles, dans la périphérie sud de Bruxelles. Et ce métier m'a passionné. C'est un métier passionnant. Jusqu'au jour où il y a eu ce qu'on appelle le réveil. Et je me suis dit qu'il existait peut-être autre chose dans la vie que, bien sûr, d'enseigner, ça j'ai toujours aimé et je continue à le faire, même si c'est sous une autre forme. Mais je courais tout le temps, du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Vous savez, être maman de 3 enfants, une grande maison, le mari. On avait déjà un grand potager à ce moment-là. On connaissait déjà quelques petits principes de bonne santé. Je me suis demandé après quoi je courais, après le vent, après le temps, après l'argent, je savais plus trop quoi. Et c'est à ce moment-là que la vie a, on va dire, basculé, que l'on s'est reconverti à de nouveaux métiers et dont le principal qui était le bien-être. On a plongé dans le monde du bien-être. Voilà, en quelques mots. Et toi, Luc? Mais voilà, donc personnellement, je suis ingénieur de formation. J'ai passé près de 30 ans dans l'industrie de l'informatique industrielle, en fait, l'aérospatiale, l'aéronautique, et puis d'autres créneaux où l'assurance qualité était un objet habituel de travail, jusqu'au jour où, comme l'a dit Françoise, la vie nous a mis sur son chemin, sur notre chemin plutôt, des principes de bonne santé. Et donc, ça nous a amené à nous former notamment à des, je vais dire, à des approches d'énergétique, de soins énergétiques que nous avons approfondies pendant plusieurs années dans différentes écoles, des techniques de massage également. Donc, ça a été au fond notre découverte du monde de la bonne santé, si je puis dire. Euh, alors,
Ceci dit, c'est vrai, je pense que ça peut être utile qu'on évoque ceci ce soir, puisqu'on parle du pilier de la bonne santé. C'est un petit peu ce qui nous a conduit aussi de façon globale. Françoise disait qu'on avait un potager, etc. Effectivement, j'ai envie de dire, notre histoire personnelle en ce qui concerne la santé, nous sommes probablement nés sous une bonne étoile. On avait de bonnes prédispositions. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'avais une excellente éducation d'une mère chercheuse de bonne santé, si je puis dire. Donc j'ai d'ailleurs une anecdote très significative à partager à son propos et qui a eu certainement une très très grosse influence aussi sur moi plus tard et peut-être aussi sur François, je ne sais pas. Euh, ma maman, aux alentours de l'âge d'une cinquantaine d'années, s'est fait diagnostiquer un cancer du sein. Elle a subi des traitements, radiothérapie, etc. Et puis à un moment donné, après tous ces traitements qu'il avait conduite, je dirais, à récupérer, son médecin lui avait prescrit des médicaments de type chimiothérapie, j'imagine. Je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais en tout cas, qu'elle devait clairement prendre à vie. Et donc, ma mère s'est, disons, inclinée au départ suite à ce diagnostic. Elle a commencé à prendre ces médicaments. Mais après quelques mois, elle a décidé que ces médicaments lui faisaient plus de tort que de bien. Elle est donc retournée chez son médecin pour lui dire que dorénavant, elle ne les prendrait plus. Le médecin était catastrophé en disant, mais madame, ça va pas faire, vous n'allez pas vous en sortir comme ça, c'est trop dangereux, etc. Il a dit, bah, écoutez, si je dois mourir de quelque chose, cher docteur, je préfère mourir de mon cancer que de mourir de ces, de ces médicaments. Elle a mis tout ça à la poubelle et aujourd'hui, 30 ans plus tard, elle est toujours en bonne forme. Ouais. Tout va bien pour elle. Et voilà donc une anecdote assez significative qu'on aura peut-être l'occasion de croiser dans la suite par d'autres exemples. En tout cas, en ce qui nous concerne, on a toujours, donc, en particulier grâce à ma mère, utilisé à la maison dans famille des remèdes naturels lorsqu'il y avait besoin de restaurer la santé à gauche à droite. On a utilisé notamment l'argile, le chlorure de magnésium, l'eau de Quinton. Ce sont tous des procédés qui ont été évidemment largement documentés et en particulier d'ailleurs par des personnes du monde médical. Hein. Je me rappelle d'ailleurs le chlorure de magnésium a été décrit, l'usage de ce remède a été décrit par un médecin français qui a d'ailleurs été très très vite mis au banc, voilà, mis sur le côté parce que probablement que c'est beaucoup trop économique pour les circonstances actuelles, etc. Et puis le temps a fait son œuvre et les années ont passé, nos enfants ont quitté la maison et en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, là ce sera juste en guise d'exemple, mais je pense que tout le monde pourra, enfin, toutes les personnes qui suivent le parcours aussi que je vais évoquer dans un instant vont se reconnaître. Au fil des années, je constatais depuis, je vais dire une dizaine d'années, que je prenais tous les ans un petit peu de poids. Et c'était pas grand-chose, c'était chaque fois 1 kilo supplémentaire sur la balance. Et un petit pneu qui se Et un créait. petit pneu qui se formait tout doucement autour de la taille. Et ça me contrariait beaucoup, mais j'avais beau y faire, rien n'a pu empêcher la progression inéluctable de ce, de cette proéminence. Mais disons que 10 ans plus tard, après que le phénomène ait démarré, ben, je pesais 10 kilos de plus que mon poids normal. Et donc, j'étais plus, bon, la taille des pantalons augmentait, etc. Et puis un jour, ça doit dater d'il y a 4-5 ans là maintenant, j'ai découvert un ouvrage très très intéressant d'un certain Wallace Wattles. Et cet ouvrage s'appelle La science pour être en bonne santé. Je vous donnerai en fin de webinaire, si vous le souhaitez, les références de cet ouvrage. Je l'ai trouvé tellement utile et passionnant que j'en ai même fait la traduction en français pour ceux qui ne pourraient pas lire la version originale. Et justement, cet ouvrage, en fait, a provoqué chez moi-même et chez Françoise aussi d'ailleurs, une prise de conscience qui nous a amené à changer complètement nos habitudes alimentaires. Eh bien, vous le croirez ou non, mais en moins de 3 semaines,
j'avais perdu 8 kilos autour de cette ceinture abdominale et j'avais retrouvé la possibilité de remettre mes pantalons de 10 ans auparavant. Malheureusement, je ne l'ai pas fait parce que la mode avait changé, donc j'ai dû me racheter des pantalons. Mais voilà. Donc, et c'est vrai que cet épisode a été très significatif pour nous dans notre parcours vers l'autonomie en termes de santé. Et ça nous a conduit. Et là, je vais peut-être faire hérisser les cheveux sur la tête de certains d'entre vous et je m'en excuse au départ parce que voilà, c'est pas habituel. Mais en tout cas, je dois vous dire qu'on en est arrivé à se déconnecter définitivement du système maladie traditionnel. Alors je fais, Je t'entendais au moment où tu as arrêté, hein. Ça va, voilà, on va donc poursuivre. on poursuit. Donc ce qui s'est passé pour nous, c'est on a pris la décision de nous déconnecter définitivement du système maladie traditionnel. Donc et on s'est complètement tourné en cas de nécessité, de façon préventive la plupart du temps, vers l'utilisation de médecine naturelle comme l'Ayurveda, l'ostéopathie. On a aussi définitivement pris nos distances par rapport à tous ces systèmes de caisse maladie, etc. Et là, c'est pour une raison on va certainement évoquer tout à l'heure, qui est liée à la cohérence finalement de la démarche, puisque au fond, c'est vrai qu'il y a une différence entre l'approche vers la bonne santé ou l'approche vers la guérison de la maladie. C'est deux approches complètement opposées. Et si on veut être dans la logique de la bonne santé, il n'est absolument pas question d'avoir, par exemple, des assurances maladie qui vous vont simplement sous-entendre qu'on pourrait tomber malade. Alors que vous comprendrez, j'espère que, enfin, c'est en tout cas un de nos voeux, que si on vise l'autonomie en matière de santé, il faut reconstruire certaines croyances et notamment arriver à mettre en phase l'esprit qui a prépondérance sur le physique et donc arriver à ce que dans l'esprit, il puisse y avoir la certitude de pouvoir maintenir cette bonne santé, ce qui est un processus progressif d'ailleurs. Voilà. Alors, Françoise, peut-être un mot sur la vision Oui, qu'on donc entretient notre de santé. vision, et c'est le pourquoi de toutes ces conférences que nous comptons animer cette année, que nous avons déjà démarré. Donc notre vision est vraiment d'accompagner plus de 100 000 personnes ou plus à être autonomes, à devenir autonomes dans les piliers de la prospérité. Voilà. C'est-à-dire, et ça nous allons voir maintenant ce que ça veut dire le mot autonomie. Qu'est-ce que c'est? Et donc le but de ces conférences, de ces webinaires, c'est justement le partage. Ça se situe à ce niveau-là. Alors, un petit mot pour rappel, les piliers de la prospérité tels que nous les entendons, ben, il y a la santé du corps, la santé physique, Ça, c'est avec l'objet d'aujourd'hui. un idéal à viser qui est la santé parfaite. C'est ce qu'on traite aujourd'hui. Un autre pilier qui est le pilier de l'esprit, c'est l'idéal à atteindre, paix de l'esprit, devenir créateur délibéré de sa vie. Troisième pilier, celui de la famille, idéal à atteindre une famille unie et solidaire. Ensuite, le quatrième pilier, c'est le pilier de la société, idéal à atteindre la confiance absolue dans tous les rapports sociaux. Et puis le pilier des finances que nous évoquions le mois dernier, la liberté financière, qui est l'idéal à atteindre pour le pilier des finances. Alors, maintenant, on parle beaucoup d'autonomie depuis tout à l'heure, puisque Mais c'est qu'est-ce notre que sujet. Donc, l'autonomie? qu'est-ce que Qu'est-ce c'est que que devenir l'autonomie? autonome? Alors, Mais il y a une définition d'abord dans celle du basique, celle du dictionnaire. Bon, j'ai pris Larousse comme référence. Mais être autonome, d'après le dictionnaire, c'est avoir la possibilité de décider par rapport à un pouvoir central, par rapport à une hiérarchie, par rapport à une autorité. Voilà, ça c'est la définition. alors dans le domaine de la santé, eh bien, je pense que tout le monde sera à peu près d'accord pour dire que ce qui représente le mieux l'autorité en la matière, c'est l'ensemble de tout ce qui exerce, l'ensemble des entités qui exercent un contrôle sur la santé des citoyens, à la fois dans le monde médical, dans le monde hospitalier, pharmaceutique, domaine des croyances aussi. On va y revenir dans un instant. Voilà. Alors, il y a bien entendu aussi toutes les croyances qui sont celles de vous et moi, qui sont véhiculées Oui. de génération en Mais génération, ça, on va les habitudes, après. etc. Donc tout ça, en fait, en soi, tout cet ensemble crée en quelque sorte cette autorité
qui fait que des gens pourraient se retrouver dépendants et en tout cas manquer d'autonomie par rapport à leur santé. Alors, quelques exemples, bon, ben, tout le monde connaît l'ordre des médecins, l'industrie pharmaceutique. Ils ont beaucoup de poids, effectivement, sur les croyances et sur les pratiques en matière de, j'allais dire de santé, mais là, malheureusement, on est plutôt en matière de maladie. Mais il y a appropriation, évidemment, du terme santé qui est plutôt inadapté. Alors, je voudrais peut-être quand même faire une précision ici très rapidement. Nous n'avons pas l'intention ni le souhait de critiquer quoi que ce soit du monde médical, de l'industrie pharmaceutique et tout ce que vous voulez. Ce sont pour nous des choses nécessaires qui ont encore un rôle à jouer. La seule chose, et donc la plupart des médecins, des gens qui exercent aussi dans le monde pharmaceutique sont des gens respectables, bien entendu, et nous les respectons. Et ceci dit, la seule chose par rapport à laquelle nous souhaitons vraiment nous démarquer, c'est le fait, je veux dire, je vais appeler ça une certaine arrogance, mais sans connotation de jugement ou négatif, c'est le fait de croire dans ce monde-là que ben, la santé, c'est effectivement tout ce qui est couvert par leur sujet, mais c'est le monde de la maladie. Malheureusement, j'en suis venu à un moment donné à considérer que eh bien, ce monde-là a finalement peu de connaissances de ce qu'est vraiment la santé véritable, ou en tout cas pas de connaissances vraiment pratiques. Voilà, alors maintenant, On peut peut-être justement parler de ces comportements différents entre santé et maladie, parce oui, que parce que ça, c'est des comportements opposés. Soit on recherche la santé, soit on combat la maladie. Hein, ne dit-on pas, je combats mon cancer, je combats mon arthrose, mon arthrite, mon tout ce que vous voulez. En fait, donc, soit on recherche la santé, c'est-à-dire qu'on s'interroge, c'est vraiment une interrogation sur soi, c'est une interrogation dans la recherche des connaissances, c'est s'interroger sur les moyens et les mécanismes de cette santé parfaite. Comment est-ce que je peux retrouver la santé parfaite? Rechercher l'équilibre du corps et de l'esprit en permanence. Ça, c'est rechercher la santé. Et à l'opposé, combattre la maladie, pour moi, c'est une attitude de dépendance. On va consulter son médecin, son pharmacien, et on rentre en fait en toute confiance, mais que ce soit juste ou pas, dans des processus de soumission à toutes les insistances mises en place par les autorités médicales. On dit toujours, j'ai un bon médecin qui me prend en charge. Oui, tu as fait un lapsus, tu as parlé d'insistance, mais en fait, ce sont les instances qui vérifient. Non, mais c'est, voilà. OK. Donc, effectivement, ben, vous le devinez, en fait, notre approche, c'est effectivement d'adopter l'idée de rechercher la santé, sa préservation et son amélioration permanente en direction de l'idéal à atteindre, qui est la santé parfaite. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, c'est la même chose pour tous les piliers. Donc, acquérir de l'autonomie est un processus, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est vraiment une démarche que nous pouvons adopter à tout instant et dans laquelle on peut rentrer à tout instant. Et cette démarche, en fait, elle va consister essentiellement à rassembler un minimum de connaissances, des connaissances de base sur le sujet, et puis ensuite à acquérir un petit nombre de savoir-faire et avoir aussi sous la main, évidemment, des ressources. Parce que être autonome dans quoi que ce soit, quel que soit le pilier qu'on envisage, ne veut pas dire qu'on se débrouille tout seul sans aide extérieure ni rien. C'est pas du tout le cas. En fait, être autonome, c'est simplement savoir au fond à tout moment et quelles que soient les circonstances vécues, vers quoi se tourner, quelle ressource, quelle sera la meilleure ressource que je peux utiliser et vers où me tourner pour trouver la solution à une situation nouvelle qui se présente à moi. C'est ça, au fond, la notion d'autonomie telle que nous la défendons et telle que nous essayons de la pratiquer. Et donc, ce qu'on va faire pour la suite ici, dans la demi-heure qui reste, ça va être d'évoquer quelles sont les connaissances de base à acquérir, quels sont les quelques savoir-faire qui va être utile aussi de développer, et puis enfin, quelles seraient les ressources, en tout cas là, elles sont pratiquement infinies, bien entendu, mais on va partager quelques-unes des ressources que nous avons l'habitude
d'utiliser dans ce pilier de la bonne santé? Voilà, ben moi je vais dire une chose, une bonne nouvelle, je pense que c'est même une très bonne nouvelle, c'est que la santé idéale est la santé parfaite. Et seule la santé parfaite existe et nous y avons tous droit et nous avons tous accès à la santé parfaite. Ouais, c'est pas nous qui le disons, ça. Je peux vous dire que des personnes très très reconnues, y compris d'ailleurs par le monde médical, c'est assez Bien étonnant. sûr. Euh, je pense notamment à une personne dont vous connaissez peut-être déjà le nom, qui s'appelle Deepak Chopra. Eh bien, c'est notamment l'une des personnes qui affirme avec preuve à l'appui ce que vous avez sous les yeux ici. Seule la santé parfaite existe. La maladie, au fond, en soi, est une anomalie. C'est surtout aussi quelque chose, ça fait partie des connaissances, je reciterai tout à l'heure, mais la maladie est en réalité euh, un retour à la santé. La maladie est une manifestation du corps pour lui permettre de retrouver la santé. Donc c'est assez inattendu peut-être si vous découvrez ça pour la première fois, mais il y a une logique implacable derrière cela. Alors tu as... Voilà. Alors, ben, vous savez, il y a quelques semaines ou quelques mois, Deepak Chopra a fait des méditations pendant 21 jours sur justement ce concept de santé parfaite. Alors, j'ai repris ici quelques thèmes, j'en ai repris 7. Voilà, l'équilibre est ma véritable nature. Je peux vous dire que tout ça, ce sont vraiment des supports qui m'aident personnellement quand j'ai un déséquilibre quelconque. Mon esprit est en synchronie parfaite avec mon corps. Mon corps est un magnifique véhicule de connexion avec l'âme. Je fais confiance à la sagesse de mon corps, et cela tous les jours et à chaque instant. Je choisis les aliments qui m'aident à prospérer. Personnellement, c'est ce qui m'a aidé à changer en partie notre alimentation. Mon intention est de faire chaque jour un pas vers la santé parfaite. Alors, si vous êtes, enfin, au moment où vous serez dans un déséquilibre, ça va peut-être, ça peut vous arriver ou ça vous est arrivé, même si je ne vous le souhaite pas, eh bien, retenez cela. L'intention, c'est de faire chaque jour un pas, aussi petit soit-il, vers la santé parfaite. Et de toute façon, c'est nous qui créons notre santé parfaite. Je crée ma santé parfaite. Voilà, c'est très bien. Alors maintenant, voyons un peu de plus près quelles seraient les connaissances principales euh, qui pourraient nous aider à mieux rentrer dans ce processus d'autonomie, de se créer progressivement de l'autonomie. Alors, d'abord, un point très, très important, c'est de voir quelles sont les causes principales de la perte de santé. Parce que ça, c'est quelque chose de vital, évidemment, à connaître. Alors, les trois causes, vous les avez sous les yeux. La première, c'est la déshydratation. Il faut savoir que là, à peu près 90% des personnes qui nous entourent sont en état de déshydratation. C'est-à-dire que leur corps n'est pas suffisamment hydraté que pour être capable de garder l'équilibre dans tous ces processus. Alors, pourquoi est-ce qu'on est déshydraté? Ben, d'abord, tout simplement parce qu'on ne boit pas d'eau. Je dois vous dire que moi, jusqu'à l'âge de 48 ans, c'est quelque chose dont j'avais l'ignorance parfaite. Je buvais toutes sortes de choses, hein, du thé, du café, de la On bière, pensait que du c'était ça, vin, c'est etc. s'hydrater. Je pensais que c'était ça, effectivement, m'hydrater. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, grâce à l'introduction dans notre vie de dispositifs de filtration d'eau, c'était dans le cadre d'une activité professionnelle, en quelques jours, j'ai vu effectivement concrètement la différence et j'ai compris ce que ça voulait dire d'être hydraté. Je peux vous dire que sans exagération, ça a carrément changé mon état de santé du jour au lendemain. Simplement, le fait de se mettre à boire de l'eau et de préférence une eau de qualité, bien entendu. J'exclus catégoriquement l'eau du robinet comme étant une eau de Bien sûr. qualité. Alors je sais qu'il y a quelques personnes dans le monde médical notamment qui prétendent que c'est la meilleure eau qui soit. En fait, il ne faut pas écouter ce genre de choses, c'est de l'ignorance, les gens qui disent ça. L'eau de distribution est une eau qui est tout juste potable au sens strict et littéral du terme, donc c'est-à-dire à boire si vous n'avez rien d'autre sous la main. Donc je vous encourage vraiment à utiliser n'importe quel dispositif sérieux de filtration et d'épuration d'eau
avant de consommer, disons, votre eau quotidienne. Alors, en quantité, ben, oui, c'est écrit 1,5 litre à 2 litres par jour. Ça dépend un peu de votre poids et de votre état courant. Alors, la deuxième cause principale de perte de santé, c'est le terrain acide. Alors, le terrain, ça veut dire quoi? Ben, c'est le terrain au niveau du corps, c'est l'état de nos organes, du sang, de tout ce qui circule dans notre corps. Et ça me rappelle l'anecdote de l'inventeur des vaccins, et moi, François, Pasteur. de Pasteur, qui a prétendu toute sa vie, effectivement, voilà, qui a défendu l'idée des vaccins, etc. Et puis, il y a des sources sérieuses qui disent qu'au moment, parce qu'il avait des collègues, notamment un collègue homéopathe qui était en opposition avec lui, mais ils avaient gardé le contact. Et il y a une histoire qui dit que sur son lit de mort, Pasteur se serait adressé à cet ami homéopathe pour lui dire, tu sais, tout compte fait, tu avais raison, c'est le terrain qui est le plus important. Voilà. Et donc, le terrain acide aujourd'hui est tout simplement constitué par nos conditions de vie. C'est très difficile aujourd'hui d'éviter ça, puisque ben, nous sommes, comme vous le savez, dans un monde de stress, un monde aussi de consommation parfois de médicaments, de drogues, ben, les drogues, je veux dire la cigarette, l'alcool, etc. Sucre de tous ordres, les pesticides qui nous entourent dans l'air, dans l'eau, dans certains aliments aussi, etc. Toute l'alimentation aussi, ça c'est le point suivant, la malbouffe, mais surtout, la nourriture surabondante. Je reviens un instant sur le terrain acide. Euh, c'est effectivement une cause qui se combine directement à la déshydratation. Et puis, l'alimentation surabondante, c'est ce que dénonce dans son ouvrage La science pour être en bonne santé. C'est le point principal sur lequel insiste Wallace Wattles. Il dit que dans notre société occidentale, eh bien, l'individu moyen mange, tenez-vous bien, en quantité, entre 3 et 10 fois trop par rapport à ce que le corps a besoin. En plus de ça, là, il parle même pas de la nature des aliments, il parle simplement de leur quantité. Et donc, ça met notre organisme à tout moment dans des situations de devoir gérer à tout moment l'excès, de devoir fonctionner jour et nuit à éliminer la surabondance que nous avons fait rentrer à l'intérieur, si je puis dire. Et tout ça, évidemment, c'est un peu comme si vous étiez toujours avec votre voiture en sur-régime, en train d'enfoncer tout le temps la pédale d'accélérateur sans répit et sans permettre au moteur de temps en temps de retrouver un petit peu sa température. Maintenant, il existe une solution, bien entendu, à chacun de ces points. Voilà, en tout cas, c'est très très important. Pour rebasifier le terrain, pour réhydrater. Bon, là, ce qui est mal bouffé, une alimentation surabondante, ce sera moins manger et surtout réadapter son mode de vie, revoir son mode de nourriture. Voilà, mais là, on va rentrer dans les savoir-faire, mais en tout cas, ces 3 points-là sont absolument vitaux à savoir, puisque probablement que ce sont des points, si vous êtes en train de découvrir ces matières pour la première fois, eh bien, ce sont probablement les 3 points sur lesquels vous allez pouvoir avoir une action immédiate avec des effets immédiats eux aussi, des effets visibles, positifs, immédiats. En tout cas, je peux vous dire que ça a été mon cas, ça a été le cas de Françoise également, et c'est très étonnant puisque là, on ne parle pas du tout, vous voyez, de traitement quelconque, de régime ou tout ce que vous voulez. On est simplement en train de parler de gestes de bon sens, c'est-à-dire se mettre à boire 4 ou 5 verres d'eau dans sa journée, faire attention à ce que nous avalons en termes de nature d'aliments, et puis et aussi à notre environnement, et puis à diminuer les quantités de nourriture. Voilà, donc ce sont des choses relativement directes à prendre en compte. Alors, il y a une autre connaissance très très importante, elle nous vient aussi de Wallace Wattles et elle nous a beaucoup aidé, à Françoise et moi, à comprendre ce qu'il fallait faire pour nous renforcer au fond dans notre état de bonne santé. Il y a notre corps, notre organisme fonctionne, est une machine extraordinaire. C'est absolument, ça relève du miracle, évidemment, de voir comment tout ça fonctionne. C'est extraordinaire. Et
nous avons à l'intérieur de notre organisme des milliers et des milliers de mécanismes involontaires, des choses qui fonctionnent toutes seules. Hein. Ben, les choses les plus évidentes, c'est le cœur qui bat. On n'a pas besoin de vérifier que le cœur est en train de battre. Yes. D'ailleurs, voilà, il bat, voilà, tout simplement. Même chose pour les mécanismes de digestion, de circulation du sang, de régulation hormonale. Enfin, il y a des milliers et des milliers de mécanismes qui fonctionnent, qui sont sous le contrôle du subconscient et dont nous n'avons pas besoin de nous préoccuper. Par contre, il y a une série de fonctions appelées les fonctions volontaires qui, elles, sont absolument sous notre contrôle et qui nécessitent de notre attention, qui nécessitent donc des précautions. Nous avons besoin de faire attention à la manière dont nous gérons ces fonctions volontaires. Elles sont très simples, c'est manger, boire, dormir et respirer. Et donc, vous devinez déjà que parmi les savoir-faire qu'il va falloir développer, ça va être d'apprendre à gérer correctement ces fonctions volontaires. Pourquoi c'est important et même vital et intéressant? C'est tout simplement que si nous parvenons à gérer correctement ces fonctions volontaires, eh bien, tout ce qui va rentrer, si je puis dire, à l'intérieur de notre corps, la nourriture, les boissons, le repos et aussi l'air que nous respirons, eh bien, toutes ces choses-là, en fait, si elles sont prises correctement, elles vont aller dans le sens de la bonne santé du corps. Elles vont lui permettre de garder et même d'améliorer encore son équilibre. Et c'est exactement la définition de la bonne santé. La bonne santé, c'est un corps où tous les mécanismes, tous les processus internes sont en équilibre. Alors, donc, une troisième connaissance, c'est celle-ci, c'est l'importance de l'interaction entre le corps et l'esprit. En réalité, c'est notre esprit qui a la prépondérance sur notre corps. Et donc, c'est au travers de notre esprit, dans 100% des cas, que nous créons nos déséquilibres qui eux-mêmes peuvent mener à la perte de santé. Alors, j'ai un exemple extrêmement parlant, qui a été extrêmement parlant pour moi et qui m'a vraiment montré l'impact de l'esprit sur le corps. Et c'est une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. J'avais suivi mon fils dans une expérience de méditation prolongée qui s'appelle Vipassana. En fait, Vipassana est on peut pratiquer cette expérience de méditation sous le contrôle de personnes expérimentées et vous passez en à peu près une dizaine de jours en vase clos. On est plusieurs dizaines évidemment, mais la particularité, c'est qu'il n'y a pas d'échange entre les gens, on ne parle pas pendant 10 jours. Et alors, on a des séances qui s'accumulent de méditation guidée avec de l'enseignement, etc., qui durent en moyenne 10 ou 11 heures par jour, réparties dans des séances qui durent entre 1 heure et 3 heures chacune. Et entre les séances, ben, vous avez la possibilité de manger et puis de vous détendre dans un très très beau cadre de verdure, etc. Et voilà, je me retrouve dans cet environnement et l'enseignement démarre plutôt bien. Les 3 premiers jours, c'est très relax hein, parce que la méditation se passe en groupe dans une grande salle, j'ai envie de dire, avec les enseignants qui sont là à nous expliquer de manière très passionnante d'ailleurs comment tout notre corps fonctionne, comment est-ce qu'on peut rester concentré sur éviter que les pensées nous envahissent. Enfin, c'était assez passionnant. Mais on pouvait aussi circuler parce que nous avions une position. On pouvait même choisir notre position. Alors moi, j'avais choisi une position dans laquelle j'étais à genoux et j'avais mis une série de coussins sous les fesses de manière à garder finalement l'angle entre la cuisse et le tibia relativement ouvert pour que la circulation du sang puisse se faire bien. Et c'était très confortable, je pouvais rester des heures comme ça, à condition évidemment de pouvoir bouger de temps en temps. Et puis le 4e jour, là se passe, ou c'était plutôt le soir du 3e jour, se passe un événement où l'enseignant nous dit, ben voilà, à partir de demain, nous allons vous demander de rester sans bouger 3 fois 1 heure pendant la journée. Donc sans bouger le moindre sourcil, voilà, vous allez rester totalement figé pendant chaque fois 1 heure. On va faire ça 3 fois dans la journée.
Et cette explication dure, dure, dure. Et là, je suis évidemment obligé de rester sur place pour écouter l'enseignement. Et ce qui se passe pendant que le temps passe, c'est que je sens mes jambes qui s'engourdissent de plus en plus et la douleur apparaît, etc. Enfin, je tiens bon, je résiste. Mais à la fin de cette session, il me faut, montre en main, plus de 5 minutes pour parvenir à me remettre debout. Et là, je me dis, ben voilà, je sens que là, mon expérience vipassana va s'arrêter ici parce que je ne vais pas du tout être capable de rester sans bouger pendant 1 heure dans cette position. Ici, j'ai déjà pas pu le faire en une demi-heure et donc voilà, ça va être fini pour moi. Donc j'appréhendais très très fort le 4e jour. Et enfin bon, je reste, je continue. On se levait très très tôt, hein. La première méditation avait lieu entre 4h30 et 5h et 6h du matin. Et donc, je me lève comme tous les jours à 4h30, je vais dans la salle, la séance commence, et donc c'est la séance sans bouger, l'enseignement se déroule, et puis à un moment donné, retentit le gong qui habituellement marquait la fin de la séance de méditation, et j'entends le gong, et je me mets debout, et j'ai pas du tout de douleur aux jambes, et je me dis, mais enfin, je rêve, c'est pas possible, la séance n'a pas duré 1h30. Mais si, la séance avait duré 1h30, et j'étais resté 1h30 sans bouger, j'avais aucune douleur. Et dans la suite des jours qui se sont succédés, j'ai expérimenté au fond certains moments, certaines séances où tout se passait comme ça, très bien. Je n'avais aucune douleur, je pouvais me lever. D'autres séances, c'était un peu plus difficile. Et encore d'autres séances où c'était là carrément insupportable. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience à quel point, et de quoi dépendait tout cela. Eh bien, je vais vous dire, j'ai détecté après quelques jours que ces circonstances dépendaient toujours de mon état d'esprit au moment où je démarrais la séance et de ce qui se passait pendant la séance. Et donc, c'est là que j'ai vraiment constaté pour la première fois l'impact majeur de l'esprit, donc de notre mental sur notre corps. Voilà. Alors, donc voilà, François, nous créons notre déséquilibre et Tout à fait. Et d'ailleurs, le déséquilibre s'appelle souvent on l'appelle dans la société la maladie, mais au fait, si on décortique ce mot, c'est le mal a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, le mal? Voilà. Je pourrais en raconter aussi, mais enfin, je vois que le temps passe. En fait, une de mes habitudes, c'est quand j'ai un déséquilibre quelconque, parce que je n'ai plus de maladie, mais enfin, un déséquilibre quelconque, un mal quelque part, eh bien, je décortique ce qui s'est passé. Voilà. L'autre jour, j'ai un mal au dos. On me dit ah, il y a une irritation qui crée une inflammation. Mais j'ai été au-delà de cela. J'ai pas pris un médicament pour soigner l'inflammation. Mais je me suis dit tiens, qu'est-ce qui crée dans ma vie des irritations? Voilà. Donc de façon beaucoup plus globale. Eh bien, bon, je peux vous dire que j'ai déjà à peu près 30% de ce mal au dos qui est parti et qui n'existe plus. Voilà. Et la bonne nouvelle, de nouveau, parce que j'aime bien être porteuse de bonnes nouvelles, c'est que puisque nous construisons ça avec notre pensée, eh bien, tout ce que nous construisons consciemment ou inconsciemment, bien sûr, on peut le déconstruire pour y construire quelque chose d'autre. Voilà. Tout ça, c'est comme un tricot. Vous pouvez le détricoter et ça va devenir une pelote de laine comme avant. Voilà. Donc, on est ici un peu, au fond, en quelque sorte, dans la dimension métaphysique de la santé. Et pour ceux que ça intéresse, et je vous recommande vraiment chaudement de l'utilisation de ces ouvrages, si vous ne les connaissez pas encore, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit des ouvrages de ce type-ci, qui s'appelle Dictionnaire des mots et maladies. Alors bon, dommage pour le titre, mais effectivement, il y a par ordre chronologique tous les types de mots que nous pouvons rencontrer et qui sont au fond décrits sous leur forme métaphysique. Quel est au fond le comportement de la vie quotidienne, le langage du corps, qu'est-ce qui a provoqué, à quoi est-ce que ce mal est lié? Et donc, Jacques Martel est un très bon auteur. Il y a d'autres auteurs qui ont fait des ouvrages similaires et qui, avec un petit peu d'habitude, peuvent vraiment, vraiment aider à retrouver un équilibre beaucoup plus rapidement, sans passer par des soins à base de médicaments ou de choses comme ça. Alors, maintenant,
un dernier aspect lié à la connaissance, et c'est lié à ce qu'on vient d'évoquer, hein, l'importance de l'esprit, du mental sur notre corps. Les croyances que nous entretenons ont une importance vitale sur notre santé. C'est pour ça d'ailleurs que, quel que soit le type de médecine pratiquée, lorsque des gens y ont recours, eh bien, c'est leur système de croyance qui va faire essentiellement le fait qu'elles vont guérir ou pas, et à quelle vitesse, et ainsi de suite, beaucoup plus d'ailleurs que les remèdes. Si ça vous parle ou si vous voulez en savoir plus sur ce point-là, eh bien, lisez l'ouvrage de Wallace Wattle sur la science pour être en bonne santé. Il a des explications absolument limpides sur cet aspect. Donc, nos croyances sont absolument déterminantes dans notre état de santé. D'où viennent-elles? Elles viennent forcément de notre éducation, de nos parents, de l'environnement dans lequel nous avons grandi, de la société. Voilà, bon, les croyances par rapport à la médecine en Inde ne sont pas du tout les mêmes qu'en Occident. Vous avez d'ailleurs une médecine préventive en Inde qui s'appelle l'Ayurveda, et chez nous, c'est une médecine curative qui s'appelle la médecine allopathique, où il y a aussi l'homéopathie, etc. Mais tout ça, c'est curatif. Vous voyez, donc ce sont des exemples. Alors, il y a aussi l'environnement scolaire, c'est un peu pareil que l'environnement parental, et l'environnement géographique, je viens d'évoquer. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que si on se rend compte qu'on a des choses chroniques qui reviennent en termes de santé, eh bien, peut-être certainement qu'il y a à revoir certaines de nos croyances, et le fait de pouvoir changer certaines croyances va automatiquement avoir un impact sur la qualité de notre santé. Alors, il y a des fausses croyances. Fausses croyances, il y en a plein, évidemment. J'en ai pris quelques-unes. Le vieillissement, c'est un état obligé. On n'a pas le choix. On est vieux. On devient vieux. Bon, vous savez, il y a des gens de 45 ans qui disent déjà ça. C'est un excellent marché, hein, d'ailleurs, la vieillesse. Oui, j'ai entendu il n'y a pas longtemps des publicités à la radio, c'était assez hallucinant, qui disaient qu'après 50 ans, on avait besoin d'envisager déjà le port d'un appareil auditif. Parce qu'il paraît que quand on a plus de 50 ans, on devient sourd. Ok, bon, ben voilà, vous le savez maintenant. Vous n'avez pas le choix, vous avez plus de 50 ans. Bon, des maladies incurables, dites incurables, il paraît que ce sont même des maladies comme c'est l'arthrose, c'est le diabète, la cataracte des yeux, la vieillesse, le mauvais cholestérol, qui pour l'instant fait un tabac, parce qu'avec il y a un énorme marché de médicaments là-dessus. Voilà, il paraît que ce sont des maladies et en plus c'est incurable. Quand on a le cancer généralisé, c'est inguérissable. On a mal au genou, on a mal à l'épaule, on a mal à la hanche, on a mal je ne sais pas où, hop, clac, chirurgie, une prothèse. Une autre croyance, chaque jour, il faut manger 3 fois par jour, prendre autant de portions de protéines, de glucides, de lipides, et je ne sais pas tout quoi. Manger au petit déjeuner comme un roi, à midi comme un prince, le soir comme un pauvre. Vous savez, ce sont des fausses croyances, et je vous dis surtout une chose, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut guérir absolument de tout. Et je connais des cas personnels où les gens ont guéri de tout ce qu'ils avaient, même si c'est soi-disant incurable, inguérissable, etc. Oui, d'ailleurs, si vous avez dans votre entourage des personnes qui sont pour l'instant dans des situations un peu délicates au niveau santé, je vous recommande la lecture du livre de Deepak Chopra qui s'appelle Le corps quantique. J'ai repris cette référence dans les notes que vous allez recevoir après la conférence. Donc, voilà, il y a moyen d'aider des gens autour de vous qui se retrouveraient éventuellement en situation très, très difficile. Puisqu'au fond, c'est vrai que les croyances de beaucoup de nos médecins ne contribuent pas toujours à la bonne santé. Et surtout quand ils sont avec leurs statistiques qui disent que si vous tombez dans une mauvaise statistique, les plus honnêtes, ils vont vous dire voilà, vous êtes mal barre. On a entendu récemment le cas d'une personne qui s'est fait annoncer le fait que bon, statistiquement, elle n'en avait plus pour 3 mois à vivre. Et 2 mois à vivre. C'est pas marrant du tout, évidemment. Et ça n'aide pas à maintenir nos propres croyances sur le fait que nous avons toutes nos chances, même dans des situations comme celle-là, soi-disant désespérées. Oui. Voilà.
Donc, alors, Voilà, mais on peut quand même regarder aujourd'hui quelles seraient, parce qu'on a quand même des habitudes qui créent notre état de santé actuel, s'il n'est pas parfait et qui peuvent créer quelques déséquilibres, on peut peut-être en refaire le topo. Et une fois qu'on l'a fait, c'est se créer juste de nouvelles habitudes. Alors, quelles seraient les nouvelles habitudes que l'on va mettre en place peut-être pour voir d'abord créer la santé idéale? quels sont les habitudes, quelques exemples, François, d'habitudes. Par exemple, bien, manger en surabondance, hein. Ça, Oui, c'est grignoter. Euh, grignoter, manger trop, ne pas boire, ne pas euh, s'hydrater, ne pas penser à s'hydrater. Bon, c'est ou l'habitude de boire en mangeant. de boire en mangeant. Voilà. Ça, c'est aussi une mauvaise habitude. On ne le sait pas toujours, mais voilà, tout ça contribue évidemment à perdre de la qualité de santé. Alors, quelles sont de nouvelles habitudes qu'on peut mettre en place? Ben, ça, c'est du savoir-faire. On n'a pas le temps ce soir de rentrer dans les détails par rapport à ça. Il y a un mythe qui dit ben, manger 5 fruits et légumes par jour et ça ira mieux. Une pomme par jour, tiens, le médecin écarté. Enfin, voilà. Bon, ce sont des dictons qui n'ont pas Sympa. une grande valeur. Ça, ils font pas de tort, mais sauf si on essaie de les appliquer à la lettre, parce que si on croit qu'une pomme par jour va nous aider à garder la santé, ça risque d'être un peu court quand même. Voilà. Par contre, des exemples de nouvelles habitudes à créer, c'est tout simplement d'apprendre, de mettre en place, de s'hydrater, continuer à s'hydrater régulièrement, De bouger de bouger, de régulièrement. faire de l'exercice. Ben, l'exercice, c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens, mais simplement dire, OK, au lieu de prendre la voiture pour faire les 800 mètres vers le magasin, ben, c'est de les faire à pied, tout simplement, et ça suffit en général, etc. Oui, donc il y a toute une série de choses très simples, mais en tout cas, des choses qui doivent prendre la forme d'habitude pour qu'elles deviennent efficaces. Alors, On peut peut-être un peu résumer là. voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver ou pour retrouver le chemin de la bonne santé? Bon, la première chose, évidemment, c'est d'acquérir les connaissances de base. On les a évoquées déjà tout à l'heure. C'est de simplement connaître les trois causes principales de perte de bonne santé, hein, déshydratation, terrain acide et Surabondance. surabondance de nourriture. Autre connaissance de base, ce sont les fonctions volontaires de l'organisme, et donc manger, boire, dormir et respirer, apprendre à se créer un environnement correct. Voilà, tout ça, ce sont les connaissances de base. Alors, ajuster ses croyances, ben, on vient d'en parler. Là, c'est quelque chose qui prend du temps, bien entendu. Je me rappelle qu'il m'a quand même fallu plusieurs années pour finalement me sentir à l'aise avec l'idée que je pouvais, en toute quiétude et sans arrière-pensée, me démarquer complètement de la démarche médicale habituelle, de ne plus avoir besoin effectivement d'avoir un diagnostic de médecin allopathe ou même d'émarger à une caisse d'allocation une caisse maladie ou de choses comme ça. C'est une démarche, ça prend du temps. Et donc là, il faut s'y prendre avec méthode et patience. Assainir son environnement. Alors, il y a quelques personnes, je vois là, qui sont sur le webinaire, qui connaissent déjà beaucoup de choses en ce domaine, hein. C'est certainement assainir l'air intérieur des habitations. L'air intérieur dans nos habitations est un problème de santé publique. Donc, il faut apprendre Il y a à des faire ce qu'il technologies faut. qui peuvent aider Il y a à des le faire. technologies qui permettent d'assainir son air. Même chose pour l'eau, je disais que la qualité de l'eau du robinet ne permet plus de garder la santé. Donc il faut trouver des solutions par rapport à ça, il faut une eau saine, et ainsi de suite. Donc assainir, alors si possible aussi diminuer l'impact de toutes les pollutions de type électromagnétique et ainsi de suite. Là, on est évidemment limité. Ceci dit, si vous habitez à côté d'une antenne de mobilophonie ou d'un transformateur électrique d'une centrale, ben, écoutez, je pense que vous avez le choix entre subir l'impact de cela ou bien vendre la maison ou en acheter une autre et déménager. Voilà, donc ça fait partie de la démarche d'assainissement de l'environnement. Ajuster ses habitudes, donc je vous l'ai dit, hein, l'hydratation, c'est bien de le savoir, c'est autre chose de le faire, de s'hydrater. Il faut vraiment en créer des habitudes, sinon ça marche pas. Même chose, pareil dans le domaine de l'alimentation, et ainsi de suite.
et puis enrichir en permanence ses ressources. Je vous l'ai dit, en fait, l'autonomie n'est pas de s'en sortir soi-même à tout coup tout seul. On a besoin, on n'a pas toutes les connaissances, on a besoin parfois de faire face à des situations nouvelles. Françoise parlait de son souci temporaire de dos qu'elle a Oui. rencontré il n'y a pas longtemps. Ben, elle s'est mise en recherche, elle a trouvé des solutions bon, que je ne connaissais pas, des solutions inédites. Mais donc, elle avait des ressources pour arriver à trouver ces solutions et puis à les mettre en œuvre. Voilà. Après, alors, Voilà maintenant, quelques références que je vous recommande chaudement. Il y a d'abord l'ouvrage de Wallace Wattles, La science pour être en bonne santé. Alors, il y a une traduction, j'ai fait une traduction personnellement qui a été éditée, qui est disponible, j'aurais dû l'écrire. En fait, ça s'appelle, le livre s'appelle Trilogie. Il est sur Amazon. Et il est sur Amazon. Vous pouvez trouver ça sous forme de e-book ou bien sous forme de livre papier. Il y a aussi dans la trilogie d'ailleurs la science pour devenir riche et la science pour devenir grand, un traité sur la sagesse. Alors j'ai parlé tout à l'heure du livre de Jacques Martel, le dictionnaire des mots et des maladies. C'est très utile dans la phase de transition et même après, parce qu'il s'il y a une perte de santé temporaire, ben, ça peut aider de comprendre la métaphysique des choses. Hein. L'esprit est parfois difficile à décoder. Alors, un autre livre qui a beaucoup servi à François, je pense, c'est un Oui, livre. c'est pour le changement d'alimentation, pour l'éveil à l'alimentation. Donc l'alimentation ou la troisième médecine, c'est un gros bouquin écrit par Jean Seignalais, qui est quand même qui est d'une grande notoriété au niveau justement de l'alimentation et du rééquilibrage, on va dire, pour réavoir la santé, mais de façon naturelle, en commençant par l'alimentation. C'est très intéressant à lire. Et puis alors, il y a Deepak Chopra, ça c'est le must du must, avec le corps quantique ou bien santé parfaite, un corps sans âge, un esprit immortel. Vous allez y découvrir des choses vraiment, Oui. des choses surprenantes, on va Il a dire. écrit une vingtaine d'autres ouvrages. C'est une autorité reconnue mondialement, à la fois d'ailleurs par les personnes des médecines naturelles et les personnes du monde médical traditionnel. Il fait autorité, voilà, et je vous recommande vraiment chaudement ses ouvrages. Alors, j'ai repris quelques sites et quelques lettres, des newsletters, donc par informatique, mais il suffira de taper le nom de ces gens. Il y a le docteur Thierry Janssen, qui est un Belge professeur à l'Université libre de Bruxelles. Enfin, il l'était, maintenant il s'est retiré il était chirurgien d'ailleurs. Il s'est retiré de tout cela parce qu'il a eu l'éveil sur vraiment la différence entre santé et maladie. Le professeur Thierry Joyeux de Montpellier, ou alors des newsletters comme Néonutrition et Santé, Nature, Innovation. Tout n'est peut-être pas à prendre au premier degré, mais il y a vraiment des notions intéressantes et voilà, qui peuvent servir de ressources. Voilà, j'ai repris, bon, nous lisons depuis maintenant 2 ans, un livre en anglais qui s'appelle The Master Key ou en français La clé de la maîtrise de Charles Haanel. Et j'ai repris vraiment quelques phrases qui peuvent, en guise de conclusion, l'esprit d'une chose, c'est la chose elle-même, la partie vitale de celle-ci, sa vraie substance. La forme est simplement la manifestation extérieure de l'activité spirituelle intérieure. Donc, dans ce cas-ci, la forme, c'est le corps et l'activité spirituelle intérieure, c'est l'esprit. Tout à fait. Si vous souhaitez éliminer la maladie, mais de grâce, concentrez-vous sur la santé et pas sur la maladie. Concentrez-vous toujours sur votre idéal comme sur un fait déjà réel. La bonne santé est là. C'est la cellule germinale, le principe de vie qui paraît et met en mouvement les causes qui guident, dirigent et provoquent la relation nécessaire qui se manifeste finalement dans la forme. Voilà. Ok, alors, tout est dans la nature, évidemment, donc s'intéresser à la nature, utiliser les fruits de la nature au sens strict du terme. Ils sont en abondance. Voilà, l'abondance est là. Et donc, voilà, Wattles, de nouveau, c'est la référence. Lisez vraiment cet ouvrage sur la science pour être en bonne santé. Vous allez y découvrir probablement tout ce qui est nécessaire pour vous mettre sur ce chemin de l'autonomie. Alors,
moi, ce que je vous souhaite en tout cas, c'est de continuer à créer votre vision personnelle sur tous ces piliers, sur votre notion d'autonomie aussi, de vivre le succès et ainsi donc de gagner votre liberté. Alors, comme je vous le disais en début de webinaire, on a l'intention et on aimerait évidemment faire des mini-webinaires dans les semaines qui viennent sur les sujets qui ont été largement, je veux dire, globalement évoqués ici, sans rentrer dans les détails. Et peut-être s'il y a des questions précises que vous aimeriez développer, sur lesquelles vous aimeriez peut-être même échanger, puisque ce modèle ici de partage le permet, eh bien, je vous invite vraiment à laisser vos commentaires sur le site vsfambassadeur.com côté menu pilier de la prospérité. Là, il y a aussi le blog qui vous permettra de le faire. Donc, n'hésitez pas, sentez-vous libre et j'espère qu'on pourra ainsi partager vos expériences, vos questionnements et avancer tous ensemble sur le chemin de l'autonomie. On vous remercie, Françoise et moi, pour votre participation. La prochaine conférence aura lieu le 20 novembre. Elle portera sur le pilier de l'esprit et ce sera, comme aujourd'hui, sous la forme d'un webinaire avec possibilité de questions-réponses. Alors, puisqu'on parle des questions-réponses, je vais me tourner vers vous et voir si vous avez des questions à formuler. Il y a dans votre interface, dans le coin supérieur droit, la possibilité d'écrire vos questions. C'est un petit point d'interrogation. Voilà, donc si vous en avez, c'est le moment ou jamais. Sinon, bien, on va vous souhaiter dans un instant une excellente soirée. Ici, je vois. Je ne parviens pas à afficher. Bien, apparemment, tout est bien. Voilà, donc apparemment tout est bien, pas de questions pour ce soir. Bien écoutez, je vous remercie une fois de plus de votre présence, de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de soirée et surtout une santé parfaite. Voilà. Merci Daniel, à toi aussi d'avoir servi d'ange gardien une fois de plus pour cette session et à toi aussi je souhaite et à Arnold une excellente fin de soirée. Au revoir. Au revoir.